Voilà, je vous propose alors de commencer. Et donc, le webinaire du jour porte donc sur la législation des calamités. Mais il n'y a pas forcément de nouveauté par rapport aux années précédentes. Notre public cible ici est à destination des communes. On va voir donc les rôles qu'elles ont dans cette et les procédures qu'elles doivent réaliser par rapport à cette matière. On a souhaité en fait l'organiser particulièrement pour les nouveaux mandataires qui ne connaissent pas la matière, mais un rappel peut toujours être utile, bien évidemment, pour ceux qui l'ont déjà utilisé les années précédentes. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques petits rappels techniques. Donc, cette présentation sera enregistrée et on vous mettra à disposition, bien évidemment, le replay du webinaire. Au niveau du jour, on va faire une présentation plutôt de 45 minutes, laisser le moment en fin de séance de questions-réponses. Alors, vous l'aurez certainement remarqué, les caméras et les micros sont par défaut coupés pour tous les participants, donc pour un souci d'organisation, vu le nombre que l'on est. Mais on vous laisse donc, il y a un onglet conversation pour pouvoir échanger et un onglet questions-réponses, plus particulièrement pour directement poser vos questions tout au long de la séance et auxquelles on répondra alors à la fin. Alors, je vous propose de commencer. Donc, cette présentation sur les calamités agricoles, elle sera dispensée donc, par les agents de la direction recherche et développement qui sont en charge de la matière au niveau du service public de Wallonie, agriculture, ressources naturelles et environnement. Donc, moi-même, c'est Florence de Smet. Je travaille plus particulièrement au service extérieur de donc on est directement en contact avec les agriculteurs et les communes de nos circonscriptions. Je serai accompagnée pour la présentation de Benoît Georges, qui est au service extérieur de Malmedy, et de notre collègue Jérémy Munot, qui lui travaille à la centrale à Namur. Alors, en guise d'introduction, donc, on va vous rappeler ici le cadre réglementaire en Wallonie par rapport aux calamités agricoles qui sont donc définis dans un arrêté du gouvernement wallon et un décret qui date depuis 2017. Donc, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de nouveauté par rapport à cette législation. Donc, un mail sera transmis après le webinaire, donc, où on vous remettra le lien du replay, la présentation en PDF et bien évidemment, on vous mettra les liens avec les arrêtés si vous voulez un petit peu plus de lecture. Donc, avant de s'intéresser aux démarches et aux procédures, on va tout d'abord voir la définition d'une calamité agricole. Dans le cadre légal, étant un phénomène naturel de caractère ou d'intensité exceptionnelle. Donc, sur base retour de 20 ans, ça veut dire que l'événement, en fait, s'est passé une fois au maximum sur cette période des 20 dernières années. Alors, dans l'annexe du 31 mai 2017 est repris l'ensemble des phénomènes météorologiques qui peuvent être reconnus comme une calamité agricole. On y retrouve donc le gel, la tempête abondante ici plutôt sur un volume important, et les pluies persistantes sur plutôt la fréquence, une accumulation de neige, les sécheresses ou les affaissements et glissements de terrain. Alors, vous l'aurez remarqué, la grêle, par exemple, n'est pas reprise comme étant une calamité agricole. Elle peut toutefois faire l'objet d'une réunion de la commission de constat de dégâts agricoles, plutôt alors là pour les aspects fiscaux. Alors, en plus des phénomènes naturels, la législation prévoit qu'une calamité agricole peut prendre également en compte une action massive et imprévisible d'organismes nuisibles qui provoqueraient des pertes importantes et généralisées sur les animaux utiles à l'agriculture et sur les parcelles ou sur les maladies et intoxications de caractère exceptionnel. On remarque toutefois que ces deux derniers points ici n'ont jamais encore été reconnus comme calamité agricole. Oui, cette dia met en évidence la différence entre une calamité agricole et une calamité publique. Les calamités publiques, eux, sont des phénomènes naturels de caractère exceptionnel ou d'intensité imprévisible ayant provoqué des dégâts importants et qui répondent aux critères de reconnaissance arrêtés par le gouvernement wallon. La calamité agricole, comme on vient de le dire,
concerne uniquement des phénomènes naturels de caractère ou d'intensité exceptionnelle bien précis. Par exemple, les dégâts subis suite à des inondations par débordement ou par ruissellement ne concernent pas les calamités agricoles, mais concernent bien les calamités publiques. Comme le montre le tableau, on va mettre en évidence quelques différences entre calamités agricoles et calamités publiques. Donc, les calamités agricoles concernent uniquement des dégâts aux récoltes agricoles et horticoles, tandis que la calamité publique concerne des dégâts occasionnés à un large taille de biens temporaires, meubles, immeubles, parmi lesquels des biens agricoles et horticoles sont inclus. En ce qui concerne les calamités agricoles, la compétence relève du service public de Wallonie, agriculture, ressources naturelles et environnement, tandis que pour les calamités publiques, la compétence est du service public de Wallonie, mais de la Direction générale des pouvoirs locaux et de l'action sociale. Les PV, les procès-verbaux, sont obligatoires en ce qui concerne les calamités agricoles pour éventuellement prétendre ultérieurement à une indemnisation. Tandis que pour les calamités publiques, les procès-verbaux sont fortement recommandés, mais ne sont pas obligatoires. Toutefois, en ce qui concerne, comme je viens de dire, les calamités publiques, donc le constat des dégâts agricoles par les commissions de constat n'est pas obligatoire, mais est recommandé, et notamment, pourquoi est-il recommandé? Parce qu'il pourra également constituer une preuve pour l'estimation des dégâts en calamité publique. Peuvent être déclarés comme des pertes professionnelles par les agriculteurs dans leur déclaration d'impôt. Ces dégâts ont été constatés par les commissions communales de dégâts agricoles. En calamité publique, s'il n'y a pas de procès-verbaux établis par une commission de constat, dans ce cas-là, un rapport privé détaillé avec les pièces justificatives sera nécessaire. En ce qui concerne les calamités agricoles, pour pouvoir bénéficier d'une indemnité, il faut une reconnaissance du phénomène naturel de caractère exceptionnel ou d'intensité exceptionnelle comme calamité agricole par le gouvernement wallon. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau de l'exploitation, il faudra que la perte pour une culture déterminée soit supérieure ou égale à 30% de la moyenne de la production annuelle de la culture du bénéficiaire. Et en outre, l'indemnité ou l'aide à la réparation doit être inférieure au coût de réparation ou à la diminution de la valeur marchande pour des faits directs causés par cette calamité agricole reconnue. Ce qui veut dire que pour que l'agriculteur fasse appel à un constat, il est nécessaire que les dégâts soient très significatifs. Bénéficiaire dans le sens qu'il pourra prétendre à une indemnisation si la calamité agricole est reconnue. Alors, on va dire une petite ou une moyenne entreprise, c'est-à-dire qu'il va être inscrit à la Banque Carrefour des entreprises, qu'il a une activité agricole en région wallonne, donc qui vise directement ou indirectement une production de végétaux ou d'animaux, ou même dans leur transformation. Donc, c'est-à-dire qu'il doit avoir un numéro de partenaire ou également communément appelé numéro de producteur. Alors, une petite précision. Donc ici, c'est que le bénéficiaire est bien celui qui va déclarer la parcelle qui est impactée, donc dans une déclaration de superficie à l'organisme payeur de Wallonie annuel. Donc il faudra être vigilant, notamment pour les contrats de culture ou de location de parcelles. C'est bien celui qui peut prétendre à l'indemnisation, c'est celui qui déclare la parcelle impactée. Alors maintenant, nous avons qui sont importants, donc il va interpeller la commune, et plus particulièrement la commission
communale de constat de dégâts agricoles. Alors, il va faire sa demande dans la commune où se situe la parcelle. Et donc, la forme de sa demande va s'adresser au bourgmestre et elle va se faire par écrit. Alors, la législation prévoit que dans la demande, il doit préciser la nature et la date du phénomène et référencer les biens concernés avec l'identification de ces biens. Alors, petite précision par rapport à l'identification de ces biens. Il peut alors fournir la déclaration de superficie de l'année en cours où il y a le numéro de parcelle, ou alors les communes, selon l'organisation, peuvent déjà demander aux agriculteurs alors de pré-remplir le PV de constat où elles identifient les parcelles qui sont impactées. Alors ici, on insiste sur l'importance de faire passer le message aux agriculteurs que dans la procédure, c'est bien les agriculteurs qui doivent solliciter la commune et enclencher la procédure. Alors, on va faire une petite aparté ici et insister sur la délimitation du territoire des constats. Alors, comme son nom l'indique, la commission communale de constat a une compétence qui est communale et constater des dégâts agricoles qui sont présents sur son territoire, donc ici la commune. Autrement dit, donc les parcelles impactées sont analysées par la commission de la commune où se situe et pas liées au siège de l'exploitation. Alors, il est également important de noter qu'il faut solliciter toutes les communes où le bénéficiaire va exploiter des parcelles qui des dégâts. Alors, c'est vrai que pour certains phénomènes généralisés, comme une sécheresse, ça peut être laborieux que l'agriculteur sollicite toutes les communes où il exploite et il observe des coûts. Limitations et du PV. Donc, comme Florence, l'agriculteur doit demander, doit introduire une demande de constat par écrit, et beaucoup de communes suggèrent de pré-remplir le procès-verbal de constat de dégâts aux cultures. Tout d'abord, l'agriculteur, quand il pré-remplit, il est nécessaire de prendre la déclaration de superficie de l'année en cours. Donc, tous les agriculteurs, normalement, peuvent recevoir ou peuvent télécharger en PDF la déclaration de superficie de l'année en cours. Pour ça, ensuite, il va inscrire toutes les coordonnées sur le procès-verbal. Donc, toutes les coordonnées, c'est l'encadré qui est en orange avec le nom, le prénom, la commune, avec la province, l'arrondissement et toutes les autres informations. Toutefois, il est vraiment important de bien indiquer la cause et la date ou la période du sinistre. Il indiquera également, dans la partie orange, l'agriculteur indiquera également, et c'est très important, son numéro de partenaire ou le numéro de producteur. Ensuite, dans la partie encadrée en vert, l'agriculteur indiquera les parcelles impactées par leur localisation communale et va donc les répertorier dans le procès-verbal communal. Ce qui est très important, la première colonne, le numéro de la parcelle, correspond au numéro que l'on retrouve dans la déclaration de superficie de l'année en cours. Nous recommandons aux agriculteurs, c'est souhaitable de recommander aux agriculteurs de ne pas compléter les colonnes 6 et 7, mais éventuellement, s'ils souhaitent apporter une information concernant le pourcentage de dégâts qu'ils jugeraient, c'est de l'indiquer sur une feuille annexe. Alors, maintenant, les demandes de convocation de la commission ont été introduites par les agriculteurs. Elles sont fondées, bien sûr, sur un motif. Et dans certains cas, la commission ne se réunit pas. Par exemple, quand il y a pour des motifs spéculatifs. Des motifs spéculatifs, c'est par exemple des pratiques culturelles à risque. Également, l'ampleur du dommage doit être si l'ampleur du dommage est la conséquence d'une faute,
d'une négligence ou d'une imprudence du bénéficiaire. Également, les cas où la commission ne se réunit pas, ce sont des cas où les dommages sont dus à un incendie, à la foudre, à une explosion, ou lorsque le risque est reconnu comme raisonnablement assurable. Passons à la dia suivante. Voilà, en cas d'événement climatique exceptionnel, l'agriculteur qui constate des dégâts significatifs peut donc envoyer une demande de constat pour constater les dégâts. Et dans ce cas, le bourgmestre va convoquer la commission de constat de dégâts agricoles. Le bourgmestre dispose d'un délai de 10 jours pour éventuellement fixer une date de réunion de la commission de constat. Et dans ce cas, éventuellement, la commune peut contacter au préalable l'administration du SPW ou l'agent des services extérieurs, si c'est nécessaire, mais surtout, elle doit informer le service public de Wallonie, agriculture, ressources naturelles et environnement, de la date de la tenue de la réunion de la commission. Alors, une fois que la commune a décidé de réunir la commission de dégâts agricoles, donc elle doit en informer les agriculteurs qui sont présents sur son territoire, donc sur la commune. Alors, ça se fait par un avis d'information qui doit avoir lieu au minimum 10 jours avant la tenue de la réunion. Alors, ça peut être fait par au minimum un affichage public, que ce soit par les valves ou alors par le site de la commune, mais elle peut également contacter personnellement les agriculteurs pour s'assurer qu'ils reçoivent bien l'information. Ensuite, donc, les agriculteurs devront se manifester au préalable de la réunion par les mêmes modalités que l'agriculteur initial, que l'on a déjà décrit, donc en précisant la nature et la date du phénomène, et ensemble les biens concernés à l'identification de ces biens. Et donc, soit c'est en à la demande la déclaration de superficie où on identifie les parcelles qui sont impactées, ou alors déjà en pré-remplissant le PV de constat aux dégâts. Alors, dans cette commission communale de constat aux dégâts, aux cultures, les membres sont le bourgmestre ou son représentant, un agent du service public de Wallonie des services extérieurs que la commune ou sur la commune qui dépend, un agent expert agriculteur qui est désigné par le collège communal, un expert agriculteur ou expert en la matière, que ce soit agricole ou horticole, qui est désigné par le SPW, et il peut y avoir en plus un agent du service public du SPF Finance qui est invité plutôt aux fiscaux. Justement, comme il y a eu les nouvelles élections, experts qui a eu lieu et qui est encore en cours pour le moment. Donc comme Florence a dit, suite aux dernières élections, la procédure de renouvellement des commissions communales est en cours. Donc, certaines communes ont déjà désigné leurs experts, mais pas toutes. Donc, on peut vous rappeler un peu la procédure. Donc, les communes doivent désigner un expert pour siéger à la commission. Pour désigner cet expert, les communes lancent un appel public à candidature. Donc, quand on dit appel public, aucune modalité particulière n'est prévue dans la législation, mais le but est d'avoir un appel qui puisse toucher le maximum de producteurs afin d'avoir un maximum de candidats. Alors, il n'y a aucune disposition particulière non plus quant au profil recherché des candidats. Maintenant, évidemment, il faut qu'il ait des compétences réelles en agriculture. S'il est de la commune, c'est mieux, comme ça, il connaît un peu le terrain, il connaît un peu l'histoire agricole. Donc, voilà en gros vraiment les deux compétences particulières. Donc, à la suite de cet appel, normalement, vous avez reçu beaucoup de candidatures et donc vous pouvez choisir les experts que vous souhaitez. Une fois que la commune a choisi ses experts, enfin son expert, ses experts en fonction du nombre de candidats, elle transmet la liste de ces désignations au SPW et elle peut aussi transmettre
les candidatures restantes à notre service, parce que ça peut aussi nous être utile pour nous désigner notre expert. Et donc, ben voilà, donc le SPE doit aussi désigner un expert. Alors pour ça, nous, on a un appel public via notre portail agriculture. Nos agents des services extérieurs, ben, connaissant aussi les agriculteurs sur le terrain, peuvent aussi essayer de solliciter des candidatures. Ben voilà, et donc une fois qu'ils sont désignés, ben, on les notifie de cette décision et on informe aussi, on vous informe aussi de qui on a choisi, comme ça vous savez qui vous invitez. Voilà. Alors, une étape ultérieure est bien sûr la réunion de la commission de constat de dégâts agricoles pour constater les dégâts et évaluer les pertes. Cette commission se réunit normalement à 2 reprises. Tout d'abord, pour établir un premier constat, au cours duquel la commission va valider le lien entre les pertes de rendement et la cause. Et lors du premier constat, une première estimation des pertes et de l'ampleur des dégâts peut être déjà estimée. Lors du deuxième constat, qui va se passer au moment de la récolte, la commission de constat des dégâts agricoles va estimer la perte définitive de rendement de la parcelle en question. Alors, la commission également se réunira et lors de la réunion, elle établira bien sûr le procès-verbal de constat de dégâts aux cultures. Si le formulaire est déjà pré-rempli et si les données fournies paraissent correctes, la commission de constat devra compléter les colonnes 6 lors du premier constat et la colonne 7 lors du deuxième constat. Autrement dit, complétera en indiquant déjà une estimation de la perte de rendement en pourcent, une estimation lors du premier constat, et lors du deuxième constat, la perte définitive. Ensuite, il est important également de compléter le verso en indiquant la date du constat, éventuellement l'heure, et également en signant le procès-verbal. C'est très important. Et au niveau des signatures, il faudra minimum 3 signatures des membres de la commission, plus la signature de l'exploitant sinistré. Moi, je vais faire un peu redite par rapport à ce que Benoît vient de dire, mais je vais insister sur les points essentiels qui permettent de valider un procès-verbal. Donc, il faut commencer par une identité complète du sinistré. Donc, le producteur doit indiquer nom, prénom, adresse. C'est quand même relativement important. Le numéro de partenaire, donc c'est un numéro à 11 chiffres. Numéro de partenaire ou numéro de producteur, c'est la même chose. Il nous arrive encore bien souvent d'avoir des PV où le numéro de partenaire, en fait, n'est pas le numéro de partenaire, mais un numéro de TVA, un numéro de troupeau ou un numéro d'exploitation. Donc, c'est bien important d'avoir le bon numéro parce que ça nous permet évidemment de faciliter le traitement du dossier. Alors, comme Benoît l'avait dit également, donc une calamité se définit par la nature d'un événement et une date de survenance. Donc, il faut absolument aussi que ces 2 données soient présentes sur le PV parce que parfois, on ne sait pas bien définir à quel événement et à quelle période se rapporte le procès-verbal. L'identification des cultures est également très importante parce que c'est sur base de ça qu'on indemnise le producteur. Donc, si on n'arrive pas à définir sa culture, on ne sait pas correctement calculer son indemnisation. Et le meilleur moyen d'identifier une culture, c'est de mettre clairement la culture et le code culture. Donc, par exemple, si un producteur met céréales pour ses froment, nous, ça va être difficile de savoir de quoi il parle. Alors, il faut aussi évidemment bien définir les dégâts que le producteur a subis. Donc ça se fait, on indique le dégât en pourcentage et on indique le dégât qui a été évalué pour les 2 constats. Ça nous permet aussi d'évaluer un peu comment évaluer la calamité.
Il faut indiquer les dates des 2 constats qui ont été réalisés parce que ça nous permet, nous, de savoir si on peut vraiment se fier au PV, à savoir si le constat a bien été réalisé au moment de l'événement et donc savoir si les dégâts sont bien dus à l'événement en question. Et enfin, au niveau du 2e constat, s'il a bien été réalisé au moment de la récolte. Le sceau de la commune nous permet d'officialiser le PV et alors, encore une donnée très importante, c'est d'avoir la signature d'au moins 3 membres de la commission et la signature de l'agriculteur. Alors ça peut paraître parfois en PV, 3 membres de la commission qui ont signé. Et donc, nous, ça nous fait réfléchir sur la validité du PV. Donc, c'est vraiment des éléments très importants à prendre en compte pour permettre aux producteurs d'avoir son indemnisation. De la commission, donc une fois que tout a été fait et que la réunion est terminée, la commune doit introduire sa demande de reconnaissance. Une demande de reconnaissance, en fait, ça prend principalement 4 documents. Il y a la demande officielle de reconnaissance d'une calamité agricole signée par le bourgmestre. Alors, ce document doit reprendre la date, le type de l'événement et la date de la réunion de la commission. La demande reprend aussi 2 documents qui nous permettent de traiter les demandes de manière généralisée, donc à savoir une liste de tous les agriculteurs qui ont été présents lors de la commission. Et cette liste reprend le nom du producteur et son numéro de partenaire. La liste des dégâts est une synthèse donc, des dégâts et reprend pour chaque culture reprise dans les PV le dégât moyen qui a été subi. Et enfin, la demande doit reprendre une copie de chaque PV individuel de tous les agriculteurs qui sont repris dans la liste des agriculteurs. Et voilà, quand vous insérez votre demande dans le guichet, il sera intitulé la copie PV selon le format indiqué sur la dia, donc PV agriculteur. Il faudra écrire PV-agriculteur, le numéro du PV dans la liste, le numéro de partenaire et le nom du partenaire. Alors, tous les documents sont sur le guichet des pouvoirs locaux. Donc, une fois que vous allez introduire votre demande, il suffit de les télécharger, de les compléter en tenant compte du format de chaque cellule, mais ça, je reviendrai plus tard. Donc ça, c'est de reconnaissance officielle. Donc vous voyez qu'en jaune, c'est les éléments que vous devez modifier ou ajouter. Donc la nature et la date de l'événement, le nom de votre commune et surtout aussi la date de la commission. Et ensuite, les 2 autres documents, des agriculteurs et la liste des dégâts. Donc au-dessus, la liste des agriculteurs qui reprend le numéro de partenaire et le nom du partenaire. Et en dessous, donc c'est vraiment une liste, un document en fait qui va reprendre toutes les cultures qui sont prises dans la PAC, donc dans la déclaration de superficie de chaque producteur. Et en fait, il suffit dans la ligne de chaque culture d'indiquer la surface totale et le dégât moyen. Voilà. Voilà, donc oui, ici on est toujours en fait dans les démarches que la commune doit effectuer après que la commission s'est réunie. Et donc, après la réunion, la commune, elle doit envoyer également une copie du PV qui a été complété par la commission à l'agriculteur, car en cas de reconnaissance, indemnisation, il doit pouvoir joindre à cette demande d'indemnisation la copie du PV et d'y indiquer le pourcentage de perte que la commission aura défini. Alors, comme Jérémy vous l'a présenté, donc il y a différents documents à transmettre au niveau du guichet des pouvoirs locaux, donc qui sont le PV, les PV individuels des agriculteurs, les PV générales, le listing des agriculteurs avec la demande officielle de reconnaissance. Et la commune, elle peut également transférer pour des dégâts plutôt localisés, dans ce cas-ci, les PV en fait au SPF pour plutôt les aspects de déduction fiscale aux les agriculteurs qui sont forfaits. C'est notamment le cas par exemple de la grêle ou parfois le gel avec des dégâts qui peuvent être pris en compte pour une déduction fiscale. Donc, je fais suite à ma précédente dia. Donc, votre demande de reconnaissance
de l'agricole, donc vous devez nous la transmettre via le guichet des pouvoirs locaux, donc le guichet électronique des communes. Normalement, le chemin pour accéder à la demande de reconnaissance, donc c'est une fois que vous êtes connecté dans le guichet, vous devez cliquer sur Introduire une démarche, aller sur Agriculture et ensuite demande de reconnaissance d'une calamité agricole. Et là, vous pourrez encoder votre demande. Donc, le guichet reprend un modèle de chaque document, donc que ce soit la demande officielle, la liste des agriculteurs ou la liste des dégâts. Il suffit de les télécharger et de les compléter. Alors, il est important, surtout en fait pour les deux listes, donc la liste des agriculteurs et la liste de synthèse des dégâts, de bien respecter les formats de cellules. Donc, pour la liste des agriculteurs, le numéro de partenaire ou le numéro de producteur, c'est la même chose, reprend 11 chiffres de 0 à 9, encodé sans espace, sans tiret. Donc, il faut y encoder que des chiffres. Alors, le fait d'introduire votre demande dans le guichet des pouvoirs locaux, facilement les demandes de reconnaissance et de pouvoir faire des synthèses. Ça permet aux communes aussi d'éviter des envois papier ou des envois mail qui prennent beaucoup de temps. Et alors, ça pouvait provoquer des erreurs de perte de PV aussi. Et donc voilà. Si vous avez des soucis en déposant votre demande de reconnaissance, donc le guichet des pouvoirs locaux est équipé d'un helpdesk qui est assez réactif. Donc j'ai indiqué l'adresse dans la DIA. Et il y a également un numéro de téléphone pour plus direct. Il faut savoir que chaque fois que vous introduisez une requête au helpdesk du guichet, généralement ils nous transmettent directement la demande et donc on peut vous répondre très vite aussi. Donc voilà. Alors, une fois que vous avez introduit votre demande de reconnaissance, nous, on va assurer on va vous envoyer un accusé de réception de votre demande qui confirme bien qu'on a bien reçu votre demande. Alors, ça ne veut pas dire que votre demande est validée et complète et que tous les producteurs qui ont introduit une demande d'indemnisation vont en avoir une. Parce que voilà, ça dépend un peu du temps qu'on a et du type de dossier. Donc, si on a le temps, on accuse réception et on peut éventuellement lister certaines erreurs. Si on n'a pas le temps, on ne fait que accuser réception. Alors, dans le style d'erreur qu'on rencontre, dans la liste des agriculteurs, par exemple, comme je l'ai dit tantôt, on a parfois des communes qui introduisent des numéros avec 9 chiffres ou 10 chiffres, enfin bon, bref, pas 11 chiffres. Et encore des tirets ou des numéros de partenaires. Donc ça nous, en fait, ça nous complique la vie parce que on doit vous demander de corriger, parce que ça ne nous permet pas de faire les synthèses de manière facile et automatique comme il est prévu de le faire. Il y a beaucoup d'erreurs encore sur les PV, donc manque de données d'identification. Donc parfois, identifier le producteur qui a écrit. Le numéro de partenaire n'est pas bien indiqué non plus. Il manque des signatures ou il manque même des dégâts. Donc, il est important de préciser que le dossier de demande reste de la responsabilité de la commune. Donc, ça veut dire que si votre dossier n'est pas clé, vous risquez d'avoir des agriculteurs qui ne sont pas indemnisés. Et donc, voilà, on vous conseille de vraiment bien faire attention quand vous introduisez votre demande et bien savoir qu'on est toujours là si vous avez des questions. On est toujours prêt à vous répondre sans problème. Donc, voilà. Dans le cadre législatif, il est également prévu un moment que l'administration va fixer pour un phénomène météorologique une date limite pour l'envoi des demandes de reconnaissance et les différents documents qui sont associés. Elle va être transmise au minimum un mois avant son expiration. On va la communiquer via le portail de l'agriculture ainsi que par un envoi généralisé aux communes via l'application Nemo. Alors, il faut être prudent et bien avoir conscience qu'au-delà de cette date, les demandes de reconnaissance ne seront pas prises en compte et les producteurs sinistrés alors ne pourront plus prétendre à une indemnisation. Alors ici, maintenant, on va voir un petit peu quels sont les rôles de l'administration dans la procédure. Donc, on l'a déjà vu, elle assure la réception des demandes des
commune. Elle va également suivre la situation et elle va rédiger un rapport qui va reprendre notamment l'évaluation du montant total des dégâts et du montant moyen. Et ensuite, l'administration va envoyer une synthèse au ministre de l'Agriculture qui étudiera le dossier pour une potentielle reconnaissance de la calamité agricole. Alors, dans son rapport de synthèse, l'administration va joindre l'avis de l'IRM. Alors, elle va donc, voir un petit peu le phénomène naturel de caractère ou d'intensité et vérifier l'aspect exceptionnel. Alors, comme on l'a dit tantôt, donc, on va voir cet aspect exceptionnel sur une base retour de 20 ans, c'est-à-dire qu'en moyenne, le phénomène ne se produit qu'une fois toutes les 20 ans ou au moins souvent. Et donc, cette vérification, elle va se faire sur base du type de phénomène, sur les données et sur une étendue géographique, c'est-à-dire les communes qui sollicitent donc, la reconnaissance. Pour votre information, voici les autres conditions de reconnaissance d'une calamité agricole par le gouvernement wallon. Donc, comme Florence vous l'a expliqué, tout d'abord, le caractère exceptionnel. Ensuite, 2 points supplémentaires. Il faut que le montant total des dégâts agricoles soit supérieur à 1 500 000 €. Et il faut également que le montant moyen des dégâts agricoles par bénéficiaire soit supérieur à 7 500 €. Alors, simplement pour rappeler qu'il y a une condition au niveau de l'agriculteur. Pour que l'agriculteur soit indemnisé, il faut donc vérifier le critère de 30% de perte de rendement. 30% de perte de rendement sur l'ensemble des parcelles d'une même culture, d'une même exploitation. Et donc, les données sont bien sûr, la source des données, ce sont les déclarations de superficie. Dans ce cas, une culture correspond généralement à un code culture dans la déclaration de superficie. Et comment va-t-on faire pour estimer cette perte? Eh bien, le calcul va se faire sur base des 3 années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les 5 années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Prenons un exemple en ce qui concerne les 30% de pertes. Sur un procès-verbal, il est indiqué 10 hectares de prairies permanentes à 40% de pertes. Mais dans la déclaration de superficie de cet agriculteur, on constate qu'il a 15 hectares de prairies permanentes. Donc, ce qui veut dire qu'on sous-entend donc que sur les 5 hectares de différence, il y a 0% de perte. Et bien, dans ce cas-ci, on va recalculer le pourcentage de perte sur les 15 hectares. Et dans ce cas-ci, le pourcentage de perte sera de 26%. 26% étant inférieur à 30%, l'agriculteur ne rentrera pas dans les conditions et l'agriculteur ne sera pas indemnisé pour cette culture. Alors, bien sûr, à la suite de l'analyse des demandes de reconnaissance et des conclusions de l'administration, le gouvernement va reconnaître, en fonction des disponibilités budgétaires, une calamité, en indiquant dans l'arrêté du gouvernement wallon la nature du phénomène, la date ou la période, la zone géographique concernée, les types de biens ou de cultures concernés, ainsi que le montant forfaitaire d'indemnisation par hectare. Alors, dès l'approbation par le gouvernement wallon et la publication au Moniteur belge de l'arrêté du gouvernement wallon de reconnaissance de la calamité agricole, l'agriculteur, lui, devra introduire une demande d'indemnisation via le module dégâts agricoles qui se trouve dans PACONWEB. Cette demande devra être également accompagnée du ou des procès-verbaux ainsi que de l'éventuel contrat d'assurance climatique.
Et donc, les dommages évalués seront d'au moins 30% de la moyenne de la production annuelle du bénéficiaire pour pouvoir être indemnisé. Alors, si vous voulez en savoir plus, au niveau vraiment, tout est détaillé sur le portail de l'agriculture wallonne. Bien sûr, bien sûr, quand ce portail sera à nouveau accessible. Donc, vous tapez https://agriculture.wallonie.be. Alors, si vous avez encore des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Le personnel de notre direction et les agents des services extérieurs sont à votre disposition pour répondre à vos questions. Vous pouvez également envoyer un message à l'adresse mail indiquée qui est calamité.agricole au pluriel @spw.wallonie.be. Voilà, ici se termine l'exposé proprement dit concernant les calamités agricoles. Florence va vous donner quelques informations complémentaires, notamment concernant les adaptations à la sécheresse. Voilà, merci Benoît. Donc en effet, comme notre direction est en charge des calamités agricoles, on a observé qu'avec le changement climatique, des sécheresses étaient plus fréquentes et même plus intenses ces dernières années. Alors on a compilé en fait différents supports techniques, type des pistes d'adaptation à la sécheresse, pour alimenter en fait la réflexion et que les agriculteurs puissent ainsi améliorer la résilience de leur exploitation agricole. Alors les différents contenus, ils sont consultables sur le portail de l'agriculture wallonne. Vous allez dans l'onglet recherche et développement et il y a un onglet spécifique adaptation à la sécheresse. Alors il y a 4 grandes thématiques qui sont abordées. Un premier constat, c'est l'évolution du climat pour mieux l'appréhender. Et puis dans les sujets techniques, il y a la résilience du système fourrager, la résilience en grande culture et l'adaptation en élevage. Et voilà, donc je propose maintenant qu'on a fini la présentation de passer aux questions. Voilà, et je crois que des questions, il y en a. Alors, tout d'abord, une première que je lis. Comment les communes peuvent-elles savoir si c'est bien cet agriculteur qui cultive une parcelle bien précise et bien indiquée lors de l'enregistrement des ne doit-on pas également numérique concerné la parcelle est donnée qu'aucun accès est donné aux communes pour consulter les déclarations PAC? Oui. C'est la localisation des parcelles. C'est la localisation des parcelles. Oui. Mais c'est de la responsabilité de l'agriculteur qui va introduire une demande de constat. D'autant plus que l'agriculteur, il dispose des déclarations de superficie et normalement, il connaît l'endroit où se trouvent les parcelles. Bon, c'est vrai qu'il faut reconnaître quelquefois, il y a quelquefois une petite imprécision, et à juste titre, concernant les limites bien précises au niveau des communes. Et également, on a le cas aussi où une même parcelle pourrait se trouver sur 2 communes différentes. Alors, dans le cas où 2 parcelles se trouvent sur 2 communes différentes, on suggère aux agriculteurs d'indiquer la parcelle, de demander le constat de cette parcelle dans la commune où la partie de la parcelle est la plus importante en surface. Voilà, je pense qu'au niveau des communes, bon, moi je dirais que c'est surtout de la responsabilité de l'agriculteur de bien savoir où se situent les parcelles. Si je peux compléter, donc comme oui. Ici on est sur une reconnaissance qui est territoriale liée à la commune, le risque de l'agriculteur de ne pas solliciter la commune réelle où se situe sa parcelle, c'est que si l'avis de reconnaissance ne reprend pas la commune, puisqu'il n'a pas entamé des démarches dans cette commune-là, c'est qu'il ne pourra pas prétendre à une indemnisation. Et donc, vous pouvez vraiment faire passer le message que c'est à lui et sa responsabilité de solliciter le territoire vraiment où se situe sa parcelle. Alors, il y a une question par rapport à Mélanie Mouvet, de où pouvons-nous avoir le formulaire de constat des PV, donc le formulaire des PV, et donc qui est pour les communes téléchargeable sur le guichet des pouvoirs locaux.
Enfin, voilà, c'est l'endroit en tout cas où vous pouvez télécharger tous les documents comme Jérémy vous l'a précisé. Alors, Maxime Binet euh, pose une question concernant les maladies épisodiques. C'est vrai que au niveau des possibilités de constat par les commissions de constat, il est indiqué également les maladies épisodiques. Mais comme Florence vous l'a dit, jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de cas. Alors, la question, c'est dans quel cas peut-on déterminer le caractère exceptionnel et activer les calamités agricoles? Par exemple, la FCO pour les éleveurs ovins qui auraient pu être prises en compte l'année passée. Qu'en est-il de manière générale? Alors, prenons l'exemple de la FCO de l'année dernière. La question, elle a bien été posée par certaines communes. Mais au moment où l'événement est arrivé, nous en avons discuté entre collègues et nous avons bien sûr été revoir la réglementation qui dit bien que la commission communale ne se réunit pas lorsque les mesures d'urgence ont été prises, rendant impossible ou inutile la convocation de la commission ou lorsque les éléments de preuve pour déterminer les éléments visés, donc les éléments nécessaires, sont apportés à la satisfaction de l'administration. Alors, dans le cas de la FCO, nous avions beaucoup de moutons crevés, voire des bovins, etc. Donc, ces constats, ces animaux malades ont été constatés par le vétérinaire et quand ils étaient morts, il y a eu bien sûr une évacuation via Rendac qui a donné qui donne à l'agriculteur ensuite la liste des animaux qui sont crevés, qui ont été emportés par Rendac. Alors, dans ce cas-là, dans ce cas-ci, il y a suffisamment de preuves autres qu'un procès-verbal de la commission de constat, et donc ça suffirait si le gouvernement wallon reconnaissait la maladie épisodique comme calamité agricole. Alors, l'année dernière, dans le cas de la FCO, les agriculteurs ont été indemnisés, non pas via les calamités agricoles, mais via une autre réglementation. Mes collègues ont-ils Oui. un point Non, important? c'est une possibilité qui est prévue dans la législation, mais si d'autres mécanismes voilà, sont possibles, ça sera évalué bien évidemment. Alors, il y a Audrey Carpentier qui demande comment savoir les agriculteurs, les exploitants qui ne sont pas alors du coup domiciliés sur le territoire communal. Donc, c'est pour informer, je pense, de la tenue d'une commission de constat. C'est en effet une difficulté que la majorité des communes rencontrent. Je pense qu'au fur et à mesure des années, elle se constitue un listing des agriculteurs qui exploitent sur leur territoire. Malheureusement, nous, pour des raisons de RGPD, on ne peut pas fournir aux communes les exploitants qui sont présents. Donc ça, c'est vrai que c'est une difficulté rencontrée sur le terrain. Alors, une autre question. Alors, peut-être Oui. que je vais apporter un petit complément, une petite astuce très utile qui est utilisée par certaines communes. Les communes, si elles envoient un courrier aux agriculteurs ou si elles affichent, elles indiquent bien à l'agriculteur qu'il doit aller demander si des parcelles sont sinistrées, les agriculteurs doivent s'adresser aux autres communes. Et si toutes les communes font ça, tous les agriculteurs sauront très bien qu'ils doivent aller dans les communes concernées. Et donc, à partir du moment où l'agriculteur s'adresse à la commune, eh bien, comme Florence l'a dit, une petite astuce, un petit fichier Excel et éventuellement vous faites une petite liste. J'ai même une commune, moi en ce qui me concerne, qui fait signer un formulaire aux agriculteurs pour être vraiment en ordre avec le RGPD. Donc, faire signer un petit document uniquement pour dire l'agriculteur indique qu'il est d'accord que ces coordonnées soient dans un fichier de la commune. Question Voilà, alors, suivante. oui, il y a plusieurs Alors, questions que j'ai un peu regroupées par rapport à la désignation des experts que Jérémy a présenté. Donc, il y a une question tout d'abord sur est-ce qu'on va recevoir un accusé de l'administration pour la délibération hop là.
de la désignation des experts mandatés par le SPW. Donc, en effet, je confirme bien que le SPW communiquera aux communes de la désignation des experts du SPW. Alors, il y a une autre question. Que faire si nous ne recevons aucune candidature comme expert? Je ne sais pas si Jérémy, tu veux... Dans l'idéal, dans tous les cas, pour que le PV soit valable, c'est d'avoir 3 signatures. Et donc, au mieux on a d'experts, au plus on a d'experts, au mieux on peut avoir le nombre de signatures requises. Après, s'il y a une piste que Jérémy peut vous soulever. Ben donc, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de communes qui, malgré les appels et parfois un second appel, n'ont pas de candidat. Alors moi, ce que je suggère, c'est, et en discutant un peu avec différents agents communaux, ben, il y en a qui retournent rechercher les anciens experts qui parfois n'ont pas répondu à l'appel et qui au final ben, veulent bien revenir. Il y a certaines communes aussi qui s'arrangent entre elles pour entre guillemets, partager les experts et donc essayent de s'organiser pour que lorsque, évidemment, elles sont toutes les deux victimes du même dégât, de faire des commissions entre guillemets mixtes. Et donc, c'est aussi une façon de se partager les experts qu'elles ont. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de communes qui n'ont pas encore trouvé d'experts malgré leur appel. Mais parfois, les agriculteurs n'ont pas envie d'être experts. Ils ont l'impression que c'est une tâche supplémentaire qui va leur rapporter plus de soucis que de bien. Donc voilà, mais on n'a pas de solution magique non plus. Voilà, nous aussi, on cherche des experts, malheureusement. Et voilà. Peut-être Oui. ajouter, le cas se situe surtout dans les communes où il y a très peu d'agriculteurs, dans les communes urbaines, etc. Comme on l'a déjà dit, il n'est pas du tout interdit de demander à un agriculteur dont le siège de l'exploitation se trouve dans la commune voisine. Et très souvent, dans ce cas-là, on parvient à trouver un agriculteur qui accepte. Et comme Jérémy l'a dit, voire dans certains cas, une commission, la réunion d'une commission commune. Oui, il y a Question plusieurs. suivante. Alors, je Il vois y a... que Caroline Majermans, qui est de, pose la question. Donc, nous avons dû envoyer la liste de la nouvelle commission suite aux élections communales. Recevrons-nous un accusé de votre part pour valider notre délibération? Donc, vous avez bien, la commune a bien informé le service public de Wallonie et a bien envoyé la délibération du collège. Jusqu'à présent, il n'y a pas une validation des experts désignés par le collège. Une validation comme par exemple les CCA, les commissions communales d'aménagement de territoire et de l'urbanisme, là où il doit y avoir une validation de du SPW. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de validation du SPW. Jérémy. Par contre, oui, on est toujours en cours de désignation de nos experts. Nous n'avons pas encore terminé notre procédure. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi que toutes les communes n'ont pas encore reçu l'information de l'expert qui était mandaté par le SPW, parce qu'il y a plusieurs questions qui vont dans ce sens. Et Donc, il n'est ça... pas exclu non plus que vous receviez plusieurs documents du service public de Wallonie vous avertissant de la désignation d'un expert, tout simplement parce que quelquefois, les experts n'ont pas été désignés en même temps. Voilà, on préfère vous avertir, et éventuellement, si sur la liste d'autres experts proposés par le service public de Wallonie ont été désignés, eh bien, dans ce cas-là, l'administration vous réenverra un deuxième avis de désignation. N'en soyez pas étonnés. Alors, il y a une question par rapport à l'agent du SPW. Doit-il être absolument présent? Alors, l'agent du... Donc, il faut, ce qui est très important au niveau de la commune, c'est d'inviter tous les membres de la commission de constat. Mais bien sûr, comme n'importe quel agent, comme n'importe quel membre de la commission de constat, l'agent du service public de Wallonie peut ne pas être disponible ce jour-là.
à condition que le procès-verbal soit signé par au moins 3 membres de la commission de constat, ce procès-verbal est valable. Avez-vous un complément Oui. d'information, les collègues? Non, je poursuis dans les questions, il y en a quand même encore pas Oui. mal. Qu'est-ce qu'on entend par numéro de partenaire? Peut-être redonner une clarification par rapport à ça. Alors, le numéro de partenaire est, je vais dire, le numéro général d'identification d'une personne d'une personne ou d'une entreprise, d'une société qui est impliquée dans les aides gérées par l'organisme payeur de Wallonie. Alors, en ce qui concerne les agriculteurs, les producteurs, le numéro de partenaire est le même numéro que le numéro de producteur. En tout cas, les chiffres sont les mêmes. Il y en a un des deux qui, en théorie, doit être précédé de la lettre P. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais dans le cas des partenaires, on pourrait retrouver également des mandataires, on pourrait retrouver des forestiers, on pourrait retrouver d'autres catégories. Mais retenez que dans le cas des agriculteurs, le numéro de partenaire est le numéro de producteur. Et la plupart des agriculteurs connaissent mieux l'intitulé numéro de producteur que numéro de partenaire. Alors, le numéro en question contient bien 11 chiffres, mais dans certains cas, les premiers chiffres sont des zéros. Ce qui veut dire que ces zéros ne sont pas nécessairement toujours mentionnés. Voilà, c'était les 11 chiffres, c'était les numéros de producteurs les plus anciens. Maintenant, la plupart des numéros de producteurs sont précédés des 3 zéros. Alors, si vous n'indiquez pas, ou si l'agriculteur n'indique pas les zéros qui débutent le numéro de producteur, ce n'est pas une erreur, hein, on en tiendra compte. Hein. Mais il faut qu'il soit indiqué dans la liste des agriculteurs qui est présente dans le guichet des pouvoirs locaux malgré tout. Bien sûr. Attends, c'est toujours pour la désignation des experts. Peut-on désigner un membre effectif et un membre suppléant? Oui, pour la désignation des Oui. des membres, vous pouvez désigner un effectif et un suppléant. La législation parle d'une liste. Alors, c'est vrai que c'est plus simple quand on désigne un effectif, comme ça, on sait quelle personne on doit contacter directement quand c'est nécessaire. Mais ce n'est pas une obligation, comme on peut avoir un effectif, avoir plusieurs suppléants, ou quelquefois, quand on a très difficile d'avoir des experts, on est déjà bien content d'en avoir un. Mais il est souhaitable quand même de se fixer comme objectif d'avoir au moins 2 personnes. Parce que dans certains cas, l'effectif pourrait ne pas être disponible pour se retrouver dans une commission de constat. Alors, je vais peut-être ajouter quelque chose. On a dans les désignations d'experts des communes qui ont beaucoup de candidats, des communes qui en ont très peu. On a des communes qui ont tellement de candidats qu'elles peuvent diviser leur territoire en villages et reprendre les anciennes délimitations des villages et avoir un expert par village. Donc c'est vraiment pratique. D'autres communes qui n'ont donc pas de candidats. Alors, peut-être une petite idée aussi, c'est s'il y a très très peu de candidats experts sur la commune, que ce soit pour la commune, pour l'SPW, plutôt que de désigner tous les candidats qu'il y a sur votre liste et d'avoir quatre experts, enfin un effectif et 3 suppléants, c'est peut-être mieux entre guillemets, partager entre nous, comme ça on peut chacun avoir un expert. Et ça permet également de pouvoir assurer une composition complète de la commune, à savoir au moins 3 membres, parce que si nous n'avons pas pu désigner d'experts, mais que vous en avez 3, de toute façon, les 3 ne peuvent pas siéger en même temps, et donc ça ne fera quand même qu'une seule signature, alors que si vous, entre guillemets, vous nous en donnez un, ça nous permet d'assurer nous aussi un expert et d'avoir une signature en plus, quoi. Alors, Voilà. dans certaines communes, dans quelques communes,
il faut établir une liste, comme je l'ai dit, une liste d'experts. Il n'est pas exclu qu'on retrouve un suppléant aussi bien dans la liste de la commune que dans la liste des désignés par le SPW. Ce n'est pas un problème en soi, mais la même personne, lors d'un constat, ne peut pas en même temps signé comme expert désigné par la commune et en même temps comme expert désigné par le SPW. Alors, on poursuit dans les questions. Donc, il y a une question sur le délai après la commission pour introduire les documents dans le guichet des pouvoirs locaux. Jérémy, On ne t'entend pas, allez, Jérémy. oui. Ouais, j'allais dire, normalement, vous devez nous transmettre votre demande dans les 10 jours de la réunion. 10 jours ouvrables, hein. Donc, ça fait 2 bonnes semaines, quoi. Alors, on peut quand même ajouter ceci. Donc, la plupart des communes, bien sûr, se fixent comme objectif d'envoyer dans les 10 jours. Mais pour certaines, quelquefois dans certaines circonstances bien particulières, le délai des 10 jours est difficilement respectable. Voilà, jusqu'à présent, les dossiers ont toujours été acceptés par notre service. C'est juste, Jérémy, tu confirmes? Je confirme. Il y a encore par rapport à la désignation des experts, c'est un sujet un peu d'actualité. Est-ce qu'un expert agriculteur peut également être membre politique au niveau de la commune? Je pense que légalement, rien n'interdit qu'un expert soit également ait un mandat politique. Toutefois, soyons quand même réalistes. Si l'expert en question fait partie du collège, bon, moi je ne conseillerais pas que la personne faisant partie du collège soit en même temps un expert désigné par la commune. De toute façon, je pense qu'il est préférable aussi pour la commune, pour le collège, de ne pas désigner ses membres comme agriculteurs représentants. Voilà, de toute façon, le bourgmestre ou son délégué, qui, dans certains cas, est les chefs d'agriculture, ou un autre délégué, ou voire une autre personne, bien sûr, ne peuvent pas être désignés comme experts désignés par la commune, comme experts agriculteurs désignés par la commune. Voilà, je pense qu'il faut avoir une certaine déontologie dans ces cas-là. Ouais, je poursuis. Donc, il y a plutôt une réflexion ici par rapport à la période retour des 20 ans. Est-elle toujours logique au vu du changement climatique au niveau planétaire et des épisodes de sécheresse et de pluie intenses qui seront amenés que l'on sera amené à connaître? Ça, c'est dans le Je cadre pense que c'est légal. légal, de Voilà. toute façon, c'est légal, cette période de retour de 20 ans. Justement, les calamités agricoles sont prévues pour éventuellement indemniser des situations exceptionnelles. Et c'est la raison pour laquelle Florence a terminé l'exposé en mettant en évidence les adaptations à la sécheresse pour vous en informer, mais également pour que vous soyez également un partenaire pour sensibiliser les agriculteurs à essayer de s'adapter progressivement à l'évolution climatique. Les pouvoirs publics, le gouvernement wallon n'indemnisera pas tous les cas, je vais dire, un peu extrêmes. Il faut que ça reste vraiment, que ça ait un caractère tout à fait exceptionnel. Donc, si l'évolution climatique, le réchauffement climatique se poursuit ou se rencontre de plus en plus souvent, on peut considérer qu'il devient de moins en moins exceptionnel. Alors, il y a une clarification ici qu'on va apporter à Véronique Wautier qui pose la question de que faire si l'agent du SPOE n'est pas disponible dans les 10 jours après la demande de l'électeur. Et donc ici, on rappellera que la commune doit planifier une date dans les 10 jours après avoir été sollicitée. Ce n'est pas pour autant que la réunion doit se dérouler dans les 10 jours. Elle peut bien évidemment être planifiée ultérieurement en fonction des disponibilités des membres de la commission.
Donc ça, c'est... Alors, il y avait une demande de clarification par rapport aux cultures spéculatives. Je pense que c'est dans les cas où la commission ne se réunit pas. Je ne sais pas si Benoît, tu as un exemple comme ça qui pourrait donner, qu'on pourrait compléter. Oui, on n'a pas dans la réglementation, il est bien indiqué que ça concerne le constat et l'indemnisation concerne des cultures, je vais dire normalement des plantes normalement cultivées dans nos régions. Maintenant, voilà, cette définition de plantes de cultures qui ne rentreraient pas n'est pas précisée dans la réglementation. Ce sera au gouvernement à décider si oui ou non, pour une certaine culture, il reconnaît une calamité agricole ou non. Voilà. Je pense aussi que d'un autre côté, quand on commence à cultiver des cultures qui sont au départ historiquement moins adaptées à nos régions, mais qui, avec l'évolution climatique, peuvent s'adapter progressivement, il est bien sûr conseillé aux agriculteurs de pratiquer uniquement une petite surface et pour voir également comment la culture s'adapte et éventuellement prendre le risque des rendements qui ne seraient pas prévus vu l'évolution climatique. Je crois que l'agriculteur doit aussi pouvoir prendre un peu de risque dans les cas particuliers et exceptionnels. Alors, il y a Madame Patricia Raison qui demande comment elle peut trouver le numéro de producteur d'un agriculteur, car parfois il ne reprend pas les bons chiffres requis. Donc, ce numéro, il est bien référencé dans la déclaration de superficie et donc vous pouvez en fait demander à l'agriculteur de vous fournir la copie de la déclaration de superficie. Comme ça, vous pourrez vérifier le numéro de producteur. Alors, il y a Véronique Wautier qui demande si la demande de l'agriculteur doit-elle toujours être antérieure à la récolte. Si... Alors, d'une manière générale, donc j'ai évoqué une dia avec un premier constat et un deuxième constat. Le but du premier constat est d'établir le lien entre les dégâts et le phénomène climatique. Le deuxième constat pour établir une perte définitive. Donc, je vais répondre d'une manière générale. Pour pouvoir établir ce lien entre le phénomène climatique et les éventuels dégâts, c'est normal que l'agriculteur introduise une demande de constat avant la récolte. D'autant plus qu'il est dans, je vais dire, la très 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 grande majorité des cas, plus que nécessaire, et la réglementation l'exige, que le pourcentage de perte définitif soit établi au moment de la récolte. C'est normal, il faut qu'on se rende compte de la récolte pour pouvoir établir les pourcentages de perte. Alors, dans certains cas bien précis, pour avoir des informations complémentaires, pour avoir des informations plus précises, pour pouvoir donc déterminer le pourcentage de perte de manière plus précise, certaines commissions de constat demandent pour voir les bons de pesée. Et donc, c'est vrai que les bons de pesée sont quelquefois envoyés après la récolte. Voilà, dans ce cas-là, mais ça, c'est de la compétence de la commission qui, éventuellement, pour mieux déterminer le pourcentage, demandera pour avoir le bon de récolte. Voilà, donc d'une manière tout à fait générale, oui, on établit les pourcentages de perte au plus tard au moment de la récolte. Alors, il y a une question, si tous les agriculteurs doivent-ils remplir un constat, qu'il soit au forfait ou au réel? Alors là, il y a une petite précision à apporter. Donc, il faut faire bien la distinction entre des constats qui auraient pour but une reconnaissance comme calamité agricole et des constats qui seraient destinés pour établir des pertes professionnelles dans le cadre de la déclaration fiscale, l'impôt à la personne physique, de manière forfaitaire. Alors, dans le cas d'une éventuelle reconnaissance comme calamité agricole, oui, tous les agriculteurs doivent demander un constat et la commission doit établir un procès verbal.
Alors, en ce qui concerne éventuellement un agriculteur qui fait appel à la commission uniquement en vue d'établir professionnel, dans ce cas-là, ne sont concernés que les agriculteurs qui sont au forfait en ce qui concerne la déclaration d'impôt et en ce qui concerne l'impôt des personnes physiques. Il y a une question un peu dans le sens où on demande si tous les agriculteurs sont concernés, même s'ils exercent une activité en complémentaire. Et donc, c'est vrai que s'ils ont un numéro, peu importe, hein, s'ils sont en complémentaire ou en personne à temps plein, s'ils ont un numéro de partenaire, ils ont tout à fait le droit d'introduire une demande pour une indemnisation. Donc, c'est lié en fait au numéro de partenaire. Il faut être en détention d'un numéro de partenaire. À quel moment doit-on convoquer la commission et quand on est dans une période de longue sécheresse? Alors, bien sûr, quand on est dans une période de longue sécheresse, on a une période assez longue pour pouvoir, je vais dire, établir un premier constat. Le premier constat sera généralement établi suite à des demandes d'agriculteurs. Voilà, mais on va préciser. Donc, la commune a 10 jours pour prendre position et éventuellement et déterminer une date. Bien sûr, en cas de période de longue sécheresse, je vais dire, ce premier constat peut se faire relativement tardivement, puisqu'on est dans une période continue avec un événement, avec un phénomène climatique exceptionnel. Mais là, dans ce cas-là, je conseille également à M. Kreis de contacter, autrement dit de me contacter, en cas de période de longue sécheresse. Ouais, je ne sais pas si on poursuit, on a encore quand même pas mal de questions. Après, voilà, on a un peu dépassé. Donc, est-ce qu'un agriculteur pensionné peut signer en tant qu'expert? Oui, un agriculteur pensionné qui est toujours agriculteur peut pour la commune. Et en ce qui concerne le service public de Wallonie, le service public de Wallonie peut désigner un expert agriculteur, mais peut désigner également un ou des experts non agriculteurs, et notamment des pensionnés ou vraiment des experts, des professionnels qui connaissent très bien certaines cultures. Par exemple, dans nos régions, pour certaines communes, nous avons demandé à un expert en arboriculture d'être désigné pour certaines communes pour participer aux commissions de constat en cas de dégâts liés aux vergers. Alors, il y a toujours dans la désignation des experts qui demande si la commission est toujours valable, si la nouvelle n'a pas encore été renouvelée et qu'il y a une sollicitation d'un agriculteur. Oh, vous me contredisez si je réponds, je dirais bien sûr que oui. L'ancienne commission reste toujours valable tant que les nouveaux experts ne sont pas désignés. En cas de crise, il faut pouvoir répondre à la demande. Bien sûr, en parallèle, la commune doit pouvoir montrer que la procédure est en cours. Même s'il y a quand même un cadre légal qui précise que ça doit être, la désignation doit être faite dans les 3 mois de la mise en place. Mais nous ne pourrions pas refuser, nous, hein, la commune, oui. Nous ne pourrions pas refuser un constat à un agriculteur uniquement sur base de cette argumentation vis-à-vis de l'agriculteur. Alors, il y a la commune, Monsieur de Bonhomme, Sébastien, qui demande quand et comment savoir si les demandes d'indemnisation sont acceptées ou refusées. Et donc, une demande d'indemnisation, elle se déroule bien a posteriori d'une reconnaissance de calamité, donc elle se fait dans un planning ultérieur. Les demandes d'indemnisation, en fait, ne concernent que les producteurs, donc on n'informe pas forcément les communes, évidemment, sinon il y a beaucoup de producteurs concernés par une indemnisation, donc on ne sait pas informer les communes du résultat des demandes d'indemnisation. Par contre,
si un arrêté de reconnaissance a lieu et reconnaît un événement comme calamité agricole, toutes les communes qui ont introduit une demande de reconnaissance sont informées. Soit, si elles sont reconnues comme ayant subi la calamité agricole, ben, on leur dit, voilà, vous avez été reconnus comme ayant subi une calamité agricole, et donc comme ça, elles savent informer les agriculteurs qui leur posent des questions. Et pour les communes qui n'auraient pas été reconnues comme ayant subi une calamité agricole, ben, on les informe aussi, elles savent aussi, du coup, si elles doivent relayer l'information ou pas auprès de leurs agriculteurs. Alors, il y avait une question également de trois ponts. Donc, si le calcul est établi sur la moyenne des 5 dernières années, cela signifie que les critères se renforceront d'autant à chaque année où on introduirait une demande de reconnaissance. Oui, s'il y a de plus en plus de sécheresse, au niveau de la période de survenance de l'événement établi par l'IRM, bien sûr, ça va influencer, puisque c'est un calcul, je vais dire, statistique. Mais en d'autres termes, la question se poursuit, en d'autres termes, n'est-il pas parfois mieux d'éviter d'introduire une reconnaissance si on se trouve tout juste dans les clous d'un phénomène climatique extraordinaire? Je ne comprends pas très bien la question, mais je dirais à la commune, si on est dans une situation de phénomène climatique exceptionnel, il est préférable, alors dans ce cas-là, de réunir la commission de constat, parce qu'au moment où la commission de constat se réunit, on ne sait pas si l'événement, le phénomène climatique sera reconnu ou non comme une calamité agricole. Et donc, pour la commune, il est important, dans ce cas-là, d'introduire une demande de reconnaissance pour son territoire, parce que si la commune n'a pas demandé n'a pas introduit une demande de reconnaissance sur son territoire, les agriculteurs de ces communes-là ne seront pas indemnisés, voire ils pourraient, entre guillemets, se retourner contre la commune. Donc, je conseille vivement, dans ces cas-là, aux communes, quand vraiment il y a un événement, un phénomène climatique exceptionnel, qui paraît exceptionnel, de faire la démarche. Si des agriculteurs ont demandé un constat, si la commission s'est réunie, si la commission a établi des pertes, de bien introduire une demande de reconnaissance. Jérémy, tu as un complément à ça? Non, tu as tout bien expliqué. Alors, il y a encore une question par rapport à si un agriculteur se manifeste après à la commune, après que la commission s'est réunie, comment se déroule l'envoi du document au guichet? Et donc, enfin, Jérémy, il faut peut-être remettre à jour donc, les différents... Alors, bien, l'idéal, évidemment, c'est que tout le monde soit, tous les producteurs concernés soient là le jour de la réunion, euh, ou alors éventuellement faire plusieurs réunions pour le même constat, et alors la commune envoie tout en une fois. Maintenant, s'il y en a un qui revient par après, on ne sait pas forcément modifier une demande de reconnaissance qui a été faite, et donc il faut normalement réintroduire un dossier dans le guichet des pouvoirs locaux. En mettant à jour les tableaux et en Oui, ajoutant ce producteur-là, c'est le risque de n'avoir après d'un tableau qui n'est qu'une ligne, mais c'est bien de reprendre le tableau initial et de rajouter la donnée manquante. C'est vrai que c'est un cas qui se passe régulièrement et ça concerne souvent des agriculteurs qui exploitent des parcelles dans la commune, mais dont le siège de l'exploitation se trouve ailleurs. Il y a un collège communal qui n'a pas changé et il demande si le renouvellement est une obligation. La législation indique bien qu'il faut, au début de chaque nouvelle mandature, renouveler la commission. Renouveler la commission, cela veut renouveler la commission, ce entre autres, désigner les experts par la commune. Cela ne veut pas nécessairement dire changer d'expert, hein, mais il faut une délibération du collège indiquant que le collège continue la collaboration avec les experts qui étaient désignés auparavant.
Alors, une clarification par rapport aux signatures. Si un agriculteur est lui-même expert, sa signature ne sera pas prise en compte et donc il doit avoir 3 signatures en plus de la sienne. Donc ça, c'est bien une Ah clarification oui, par rapport à alors ça. là, c'est une règle générale. On ne peut jamais être expert de ses propres dégâts. Donc, si un agriculteur se trouve dans la commission, il signe bien sûr sa demande de constat, il signe son procès-verbal en tant qu'agriculteur. C'est la raison pour laquelle il est quelquefois suggéré de proposer à un suppléant d'être présent. Alors, est-ce qu'un mandateur peut avoir un rôle d'expert? Alors, on a un mandataire, c'est une notion très vague, très vaste. Je pense que j'ai déjà apporté des éléments d'information. En soi, ce n'est pas interdit, mais il faut avoir une certaine déontologie. En tout cas, nous déconseillons quand même que les experts agriculteurs désignés par le collège soient un des membres du collège. Mais bien sûr, il faut être très clair avec, en tout cas, moi de mon côté, je conseille toujours d'être très clair avec la personne désignée. Elle est bien désignée dans un rôle d'expert. Elle n'est pas désignée dans un rôle de mandataire représentant la population, voire dans un rôle de syndicaliste. Donc, elle est là pour établir le plus précisément possible une perte. Voilà, je pense qu'on a passé en revue, en tout cas, enfin peut-être que certaines questions, en tout cas, se retrouvaient dans d'autres auxquelles on a apporté des éléments de réponse. Donc, on vous propose tout doucement de clôturer. Donc, en fait, cet agri-webinaire était organisé dans le cadre d'une série récurrente donc sur la saison, sur les bases de la législation agricole wallonne. Et si certains d'entre vous seraient intéressés, notre dernier épisode donc se déroulera dans 15 jours, toujours le jeudi sur le temps de midi de 13 à 14 heures sur le permis d'environnement. Donc, le rendez-vous, c'est le 5 juin. Et donc, si vous êtes également intéressé, mais je remettrai tout dans l'email, il y a la possibilité de revoir les différents agri-webinaires de cette saison qui sont présents également sur YouTube. Voilà, un tout grand merci Alors, Florence, je tous. vais Oui. peut-être ajouter, en ce qui concerne les permis d'environnement, de nombreux agriculteurs sont concernés pour le moment par le renouvellement des permis d'environnement. La procédure, comme les communes sont également concernées par la procédure, vous êtes bien sûr cordialement invités, ou vous pouvez également le dire, le signaler aux agents communaux qui sont responsables des permis d'environnement notamment. Voilà, merci Benoît, merci à Jérémy et merci à tous pour votre participation en nombre aujourd'hui et une belle après-midi. Bon après-midi à tous.